Bonsoir. Je vais commencer par vous faire participer. Alors, qui parmi vous s'est déjà laissé tenter par un bon petit dessert en fin de repas? Voilà, ok, quasiment tout le monde. Qui parmi vous s'est déjà retourné dans la rue au passage d'une jolie femme ou d'un joli garçon? Bravo, ok, encore quasiment tout le monde. Qui parmi vous a déjà souffert d'un trouble psychique? Ah, et bien là, vous êtes quand même beaucoup moins nombreux. 4 ou 5 personnes. Bon, en même temps, je vous comprends, hein, parce qu'il y a des petites vulnérabilités qui sont faciles à avouer, et puis il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup plus compliquées à révéler en public. Et je voulais aussi remercier ceux qui ont levé la main, parce que c'était courageux. Et pourtant, toutes les enquêtes le prouvent. Que ce soit en France ou dans tout le monde, une personne sur 4 connaîtra dans sa vie au moins une fois un trouble psychique, plus ou moins sévère. Et personne n'en parle. C'est un énorme enjeu de société, et c'est aussi un énorme tabou. Je me suis pas mal pris la tête pour préparer ce speech, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et je ne voudrais pas louper cette occasion si rare d'en parler. Je vais vous raconter une anecdote. Comme la majorité d'entre vous, je pense, j'ai fait le CELSA et je me suis passionnée pour les ressources humaines. Et dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de DRH. J'ai entendu aussi beaucoup de discours sur les grandes valeurs humanistes qui devaient fonder une politique RH digne de ce nom. J'ai entendu beaucoup de mots aussi. Vous savez, les mots compétence, motivation, engagement, diversité. Et le mot fragilité? Ben, jamais. Ah ben c'est vrai, ouais, non mais c'est sûr. On ne souffre jamais dans l'entreprise, c'est connu. Personne n'est mal, personne ne stresse, personne n'est sous pression, bien sûr. Ouais. Alors si, il y a un domaine dans lequel j'ai entendu parler de ce mot-là. C'est celui de l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail. Alors du coup, bah, j'en ai fait mon métier. En tant que consultante dans le monde du handicap, je suis amenée à travailler principalement avec des DRH. Celui d'une grande entreprise, pour une de mes premières missions, me confie la réalisation d'un diagnostic pour mieux intégrer le handicap dans son entreprise et puis accessoirement aussi respecter l'obligation légale. Pour ceux qui ne savent pas, apparemment vous riez, donc ça veut dire que vous savez, mais pour ceux qui ne savent pas, toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent compter au moins 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Alors dans le cadre de cette mission, je suis amenée à rencontrer le top management. Vous savez, ceux qui gèrent des milliers de salariés. Je me retrouve dans le bureau d'une directrice, d'une des principales filiales de l'entreprise, et là, je rencontre une dame hyper sympa, hyper motivée. Vous savez, dynamique, hyper sympa. Elle me dit, comme ça, elle me fait « Lucie, on tient là un sujet fondamental. Vraiment, moi, je suis convaincue de l'importance de la bonne gestion du handicap dans l'entreprise. Alors, vous pouvez compter sur moi, hein, Lucie, on va faire du bon travail. » Ouais, yes. Là, moi, je me dis quoi? Comment j'ai bien choisi ma voie, on va changer le monde, c'est top, génial, c'était ma première mission. Quel kiff. Et puis, attendez, là, elle me dit « Bon, Lucie, on est bien d'accord, hein. Le handicap physique, les pas de bras, les aveugles, les sourds, les fauteuils roulants, tout ça, pas de souci, hein, on saura faire, on mettra les moyens et pas de problème. Mais alors par contre, ceux qui ne se lèvent pas le matin, qui nous pètent des câbles, ou qui nous font un burn-out dès qu'on leur pose un nouveau dossier sur leur bureau, alors ça c'est pas possible, hein. Moi, le handicap psychique, j'en veux pas, hein. Alors là, douche froide. Là, je me dis, bah Lucie, toi qui voulais changer le monde, bah c'est pas aujourd'hui. Il y a une chose que je vous ai pas dite et qui a beaucoup contribué à mon choix professionnel. C'est que j'ai été confrontée très jeune à la maladie psychiatrique et qu'elle a touché toute une partie de ma famille de manière assez violente. Dans ma vie, il y a eu un avant et il y a eu un après. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, hein, de tous ceux qui ont été concernés dans ma famille, parce que je dépasserai le temps qui me reste. Mais plus sérieusement, je voudrais vous parler d'un frère.
de mon frère, de mon grand frère Sébastien, diagnostiqué d'une schizophrénie à l'âge de 25 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette maladie, à part que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les films, c'est que c'est une maladie terrible. Les crises, les délires, la paranoïa, les séjours à l'hôpital psychiatrique, les médicaments qui vont plus, ceux qui font baver, ceux qui font grossir. Et puis il y a les psychiatres de droite, il y a les psychiatres de gauche, au milieu il y a les psychologues, la famille totalement démunie, et puis les médecins qui vous disent bah, « de toute façon ça ne se guérit pas, donc il va falloir être patient ». Ouais, patient pourquoi? En entendant quoi? Ben, on ne sait pas. Bref. Un univers de fiction qui est devenu ma réalité. Comment aurait-elle pu savoir? Comment aurait-elle pu savoir? Le plus déconcertant, ça a été cette vitre opaque qui s'est créée entre Sébastien et nous, entre lui et vous, lui et les autres. C'est comme une frontière. On regarde à droite, on regarde à gauche, c'est totalement infini, c'est totalement infranchissable, il n'y a aucune issue. Aucune issue. Et c'est surtout une frontière que j'ai très peur de franchir. Parce qu'en fait, le plus difficile pour moi, à ce moment-là, ça a été ce tsunami d'émotions qui m'a submergée. D'un côté, j'avais envie d'être là. J'avais envie de l'aider, de l'accompagner, c'est mon frère. J'avais envie d'être une sœur aimante. Et d'un autre côté, ben, j'acceptais pas ce qu'il était devenu. Je le reconnaissais pas. J'avais honte. J'avais honte de lui en public. J'en parlais même pas à mes plus proches amis. Pardon. Et je le voyais s'enfoncer. Je le voyais s'enfoncer, je me sentais totalement impuissante. Totalement impuissante. Et ce profond sentiment d'injustice surtout. Ce profond sentiment d'injustice face à ce qui frappait ce jeune homme, brillant, drôle, intelligent. Il était profondément bon. Et c'est lui qui m'avait appris à lire. Comment aurait-elle pu savoir ça? J'ai été tellement désœuvrée que j'ai commencé à avoir des idées très noires. J'ai eu envie qu'il disparaisse. Il a fallu que je fasse le deuil d'un être vivant. Et puis il allait mieux. On a trouvé le bon traitement. Il s'est remis à sortir, il s'est remis à travailler, il s'est remis à voir ses amis, enfin ceux qui restaient. Alors je me suis demandé ce qui m'avait amené à avoir des pensées aussi sombres. Et en fait, j'ai rapidement compris que j'avais peur de ce que je ne connaissais pas. Et qu'il fallait que je dépasse cette ignorance pour comprendre et accepter la situation. Et j'ai fini par comprendre que c'était une maladie comme les autres. Est-ce que vous connaissez la définition de la santé selon l'OMS? Eh bien, c'est un état de bien-être complet, physique et mental, qu'il y ait maladie ou pas. Alors j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux sur cette frontière que la société met entre le physique et le mental. Regardez, je vais vous donner un exemple très concret. Vous prenez 2 organes vitaux, le cœur. Vous faites une crise cardiaque. Vous vous en sortez. Tout le monde va vous considérer comme un survivant, un warrior. Vous faites une crise du cerveau, qui n'est ni plus ni moins qu'un symptôme de la maladie psychiatrique. Et vous vous en sortez. Eh bien, on va se méfier de vous. On va vous regarder bizarrement, on va vous exclure. C'est ce qu'on appelle la double peine. La souffrance de la maladie et l'exclusion. Vous savez qu'il y a une enquête du SAMU social très récente qui prouve que 40% au bas mot des SDF sont en fait des personnes qui ont besoin de soins psychiatriques et qui ont été exclues par leurs proches, par leurs amis, par la société. Malheureusement, il y a 5 ans, Sébastien a fait une terrible rechute. Sa maladie a évolué. Et malgré tout le travail que j'avais fait, tout le travail d'acceptation et de non-jugement, eh bien ce coup-là, j'ai craqué. J'ai fait une énorme dépression. Celle qui vous colle au tapis. Les crises d'angoisse, les attaques de panique, tout qui est complètement dénué de sens. Plus de goût à rien, tous les petits plaisirs du quotidien. Ça a duré des mois. J'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter.
Alors j'ai lutté de toutes mes forces, je me suis accrochée, j'ai continué à travailler, j'ai continué à assurer le quotidien. Comment aurait-elle pu savoir ça? Comment aurait-elle pu le comprendre? Et pourquoi moi je lui avais rien dit? Et bien entourée, bien soignée, je m'en suis sortie. J'ai retrouvé ma pêche légendaire, j'ai retrouvé mon humour, j'ai retrouvé le goût de vivre. Et là, j'ai compris. J'ai ouvert les yeux sur le fait que la souffrance psychique, elle ne se résume pas, elle ne se réduit pas à une forme de schizophrénie qui, oui, peut être spectaculaire. Et que cette souffrance psychique, elle peut toucher n'importe qui. Après un accident de la vie, un deuil, une rupture amoureuse, un licenciement. Et d'ailleurs, parmi les éléments qui m'ont aidé à me reconstruire pendant cette période, ça a été mon implication dans l'association Clubhouse France, qui rassemble des centaines de personnes qui, justement, ont eu un accident de la vie ou une maladie psychiatrique. Sauf que eux, ils ont décidé de la surmonter. Et surtout, ils ont décidé d'en parler. Ce sont des combattants. Ils forcent le respect, ils forcent l'admiration, tant leur rage de vivre est exceptionnelle. Alors pour moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, j'ai rencontré des journalistes, j'ai rencontré des écrivains, des acteurs, j'ai rencontré des gens comme vous et moi. Sauf que eux, ils avaient décidé d'en parler. Alors moi, pour moi, ça a été le déclic. J'ai commencé à me réconcilier avec ma fragilité. J'ai même commencé à l'aimer et à la respecter. Alors oui, bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Mais le tout, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Parce que se mentir à soi-même, c'est se mettre en danger. Je me souviens d'Antoine. Antoine, c'était un jeune ingénieur brillant qui arrivait en retard systématiquement au bureau le matin. Ça a duré assez longtemps. Il déjeunait plus avec ses collègues le midi. Il disparaissait parfois, des heures, on ne savait pas où il était. Son manager était complètement dépassé par la situation. Alors évidemment, ses collègues, ils pensaient que c'était un paresseux, qui faisait exprès, qui profitait de la situation pour ne pas avoir à faire son job, surtout que le contexte de l'entreprise à ce moment-là était compliqué. Alors Antoine a fini par être mis en arrêt maladie pendant des mois. Mais grâce au suivi du médecin du travail et de la DRH, Antoine a osé franchir le pas et il a parlé de sa pathologie. Il a repris le travail à temps partiel, le dialogue s'est renoué avec l'équipe, son manager a fait appel aux bonnes personnes dans l'entreprise et on a trouvé des solutions. En fait, Antoine, il avait besoin, tout simplement, d'un environnement de travail un petit peu moins bruyant, parce qu'il fallait qu'il puisse se concentrer et réduire l'anxiété. Il avait besoin aussi d'une journée de télétravail par semaine, voilà, pour éviter les transports en commun qui peuvent être très stressants, et puis pouvoir un petit peu profiter pour pouvoir se recentrer. Et il avait aussi plus besoin de travailler avec ses collègues, d'être plus en équipe, de plus interagir avec eux. Et justement, ses collègues, ils ont été sensibilisés. On leur a expliqué ce que c'était. Qu'est-ce que c'était ces troubles psychiques? Vous savez quoi? Ils ont été bluffés. Bluffés par le courage d'Antoine dans le parcours du combattant qu'il menait depuis des années. Et ils se sont même dit que peut-être, eux aussi, ils avaient peut-être intérêt à parler les jours où ça allait un peu moins bien. Peut-être qu'eux aussi, ils avaient besoin d'un petit peu moins de stress, un peu plus de bienveillance, un peu plus d'attention, un peu plus de dialogue. Il y a une histoire qui résume très bien, que je trouve qui est magnifique, qui explique très bien ce que je viens de vous dire. Les mineurs, à l'époque, quand ils descendaient dans la mine, ils emmenaient avec eux, systématiquement, une petite cage avec un canari dedans. Et ce canari, quand ses plumes commençaient à noircir, c'était le signe qu'il fallait rapidement sortir de la mine parce qu'un coup de grisou allait arriver et que tout le monde allait exploser. Antoine, c'est ce petit canari. Antoine, il va révéler ce qui se passe. Et ça va servir tout le monde. Regardez par exemple, un exemple très concret, le SMS. Est-ce que vous savez que c'est un sourd qui a inventé le SMS pour plus communiquer avec ses proches, pour pouvoir le faire? Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous demander de lever la main pour savoir si vous l'utilisez. Voilà, c'est pareil pour le handicap psychique. C'est en faisant du sur-mesure qu'on sert l'intérêt collectif. Il est là, notre défi. Et je crois même que c'est la seule voie par laquelle on pourra enfin remettre de l'humain dans l'entreprise. Apprenons à respecter nos fragilités. Apprenons à accueillir celles des autres. Il est là, notre défi. Elle est là, l'innovation. Alors voilà, j'ai juste envie de dire un petit mot, deux choses pour terminer.
D'abord, je voudrais remercier Sébastien. Je vais lui dire merci pour tout ce qu'il m'a apporté. Et j'espère qu'il n'aura pas souffert pour rien. Et puis enfin, je voudrais vous poser une dernière question, si vous voulez bien. Qui, parmi vous, a déjà connu un trouble psychique? Merci beaucoup.